Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'affaire visant Chauncey Billups et Terry Rozier, des premiers matchs de la saison bien évidemment. On va aussi entendre Clément Halberstadt nous parler de la NBA qui arrive sur Prime Video. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, quelle reprise. Ah ouais, quel bonheur, et on a été gâtés en plus. Ouais, il y a la mafia qui a décidé de s'insérer dans cette histoire, on va en parler vite fait. Avant cela, j'ai rencontré Clément Halberstadt, un des commentateurs de l'équipe de Prime Video, qui va diffuser plusieurs matchs, 86 matchs cette saison. Voilà, je vous laisse, on découvre son interview tout de suite, et on se retrouve tout de suite après, Charlie, si tu veux bien. Impec. Donc, comme promis, je suis avec Clément Halberstadt. Bonjour Clément. Salut, merci de m'inviter. Eh ben, merci à toi d'avoir répondu positivement à cette invitation. Je t'invite parce que tu es journaliste et commentateur sportif sur Amazon Prime Video, qui, avec le NBA League Pass, est à l'heure actuelle le seul moyen de suivre la NBA en France. Cette saison, il y a une équipe de commentateurs qui a été présentée il y a quelques semaines de ça, ou quelques jours même, qui comprend 2 ex-membres de l'équipe de France féminine, Diandra Tchatchwang et Isabelle Yacoubou. Il y a également Simon Darnozan, ancien joueur professionnel, Benoît Daniel, journaliste passé par l'équipe et TF1, Maximilien Leliard, passé par Canal+, Eurosport, beIN Sport et plus récemment DAZN. Toi, tu as travaillé pour l'émission Canal NBA où tu as côtoyé Georges Eddy notamment. Tout à fait. Tu as commenté plusieurs rencontres et pour cette saison, tu intègres donc cette équipe de Prime Video qui va diffuser 86 matchs cette saison. On pourra également s'abonner au NBA League Pass via la plateforme Prime Video. Vous allez diffuser la finale de la NBA Cup, le play-in NBA 2026, la moitié des rencontres du premier et du second tour en play-off de la NBA, une des finales de conférence. Je sais pas si c'est déjà décidé quelle conférence. Et les finales NBA, surtout, c'est extrêmement important. Le coup d'envoi de cette nouvelle ère sur Prime Video sera donné dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 avec Boston-New York, les Knicks pour commencer, puis à 4h Minnesota contre les Los Angeles Lakers. Clément, sacré programme, ça va faire bizarre de voir la NBA arriver sur Prime Video. Et je voulais savoir un peu comment tu t'es retrouvé dans cette aventure, à participer à cette aventure. Ouais, bah merci, salut à tous. Bienvenue dans le futur, j'ai envie de dire, parce que Ouais. voilà, c'est un peu une nouvelle ère effectivement qui s'ouvre, qui a déjà commencé parce que Prime a déjà diffusé la Ligue 1, diffuse également Roland-Garros, donc voilà, mais c'est sûr que pour la NBA, c'est une grande nouveauté et surtout, bah, je rappelle avant tout que c'est une diffusion mondiale, quoi. Ça, c'est une première, c'est-à-dire que Tout à fait. c'est diffusé dans plus de 200 pays en simultané par 150 langues différentes. Et que nous, par exemple, on va pas diffuser que en France, mais on va aussi être pour plus de 30 pays francophones. Donc voilà, c'est quand même un projet un peu incroyable dans lequel on a eu la chance de se retrouver. Moi, ça s'est fait tout simplement. On m'a proposé et j'ai dit oui, évidemment, pour sauter dans cette aventure. Non, je ne veux pas. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Et donc, ça va se passer comment? Alors, vous allez commenter les matchs depuis Paris. Vous allez des fois vous rendre sur place. Ça va se passer comment en termes d'organisation et de couverture? Alors ça va être un petit peu particulier, ça va être très marrant. On a déjà fait pour info des répétitions générales avec tous les D'accord. pays, parce que notamment pour les matchs du vendredi soir, qui sont les matchs qui vont être diffusés dans le monde entier, c'est les gros matchs de Prime. En fait, tout le monde dans le monde entier pourra voir le plateau américain et nous on interviendra pour commenter les matchs. Des fois on interviendra au milieu. Enfin, vous allez découvrir un petit peu tout ça. Donc ça va être une mécanique un petit peu nouvelle, un petit peu différente. Et puis en fait, pour les matchs du dimanche soir, parce qu'on a aussi la chance d'avoir ces affiches-là à horaire plutôt européenne, et ça commence dès dimanche à 19h avec un super match entre Brooklyn et San Antonio. Donc on va être très content de voir Wemby, de découvrir Nolan Traoré en NBA aussi à une heure acceptable. Là, on aura la chance, nous, d'avoir notre propre plateau. Ok. Donc voilà, on sera les commentateurs. Enfin, vous découvrirez tout ça,
Mais voilà, on aura notre petit plateau pour être avec vous, tous les fans de NBA, et puis surtout les fans de longue date, les nouveaux, ceux qui ont arrêté à la retraite de Michael Jordan et qui voudraient reprendre le film du match. C'est tout cela qu'on va essayer de contenter. Et on en a des fois. Dans le podcast, j'ai eu des auditeurs qui m'ont dit que ils ont retrouvé un petit peu le intérêt à la NBA en écoutant le podcast. Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça quand on se dit qu'on joue un petit rôle chez un fan. Rien qu'un fan, moi, ça me convient très bien. S'il y a un seul fan qui s'est remis à suivre la NBA grâce au podcast, ça me fait plaisir. Est-ce que, à l'instar de ce qu'on a pu voir à l'époque sur Canal+, de ce qu'on a pu voir également sur beIN Sport, où on ne sait pas encore d'ailleurs si eux ils vont avoir des matchs ou pas, apparemment c'est encore en négociation. Est-ce que vous allez avoir une émission dédiée, que ce soit d'ailleurs un podcast, que ce soit une émission plateau, est-ce que vous allez avoir une émission dédiée où vous allez parler, débriefer, analyser la saison NBA en cours? Pour l'instant, on est vraiment sur la diffusion des matchs. Ouais. Il y aura toujours un petit après-match, par exemple, sur les matchs du dimanche soir, on retournera en plateau pour débriefer un petit peu la fin du match. On fera aussi des débriefs à la mi-temps. Mais pour l'instant, c'est la diffusion des matchs qui est la priorité. Ok. Alors, comme t'es le premier, c'est la première fois que tu passes dans le podcast, je vais te soumettre à ma série de questions pour que les auditeurs justement apprennent à mieux te connaître et à mieux te cerner, savoir un peu à qui ils ont affaire. Donc, je voudrais savoir un petit peu comment est née ta passion pour la NBA et comment tu t'es retrouvé à aimer ce sport, le basket et voilà. Enfin voilà, et le basket, la NBA, comment c'est venu dans ta vie tout ça? C'est venu à l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans. En fait, voilà, je me suis fait pote avec quelqu'un qui est devenu mon meilleur copain après et qui jouait au basket, qui était un peu fan de NBA. Et je ne sais pas pourquoi, c'est devenu tout de suite quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. Mes deux frères faisaient du basket aussi. D'accord, J'ai quand ça même aide. baigné ça. On avait le poster Ouais. géant de Shaquille O'Neal dans la chambre de mon frère. T'avais le panier à la maison ou pas? On avait le panier à la maison. Ouais. Voilà, donc j'ai un peu de différents âges avec mes deux grands frères, donc j'avais un peu baigné là-dedans, mais sans moi-même en faire. Et puis voilà, à l'adolescence, j'ai découvert la NBA. Donc on est là en 99-2000 et je suis tombé complètement fou des Lakers de Shaquille O'Neal. Ok. J'étais ultra fan de Shaquille O'Neal et sans faire trop de l'introspection, mais j'ai envie de dire que c'est le truc qui m'a aidé à traverser cette période un peu bizarre qu'est l'adolescence. C'est le basket, c'est devenu très obsessionnel chez moi. Ouais. J'avais l'impression de ne vivre que quand j'avais un ballon entre les mains et que quand je lisais. J'étais abonné à Mondial Basket, je lisais, relisais Mondial Basket jusqu'à recevoir le suivant, tellement que à cette époque-là, sur la dernière page, il y avait les statistiques des joueurs. Et arrivé au 30 du mois, je connaissais toutes les stats et les pourcentages de shoot d'à peu près toutes les stars de la ligue, quoi. Ouais. Mondial Basket qui s'est relancé d'ailleurs. Big up à l'équipe Mondial Basket qui relance le magazine que j'ai lu aussi. Moi, j'étais aussi abonné à 5 majeurs, je me souviens. Bien sûr, À après je l'époque, lisais les autres aussi, hein, mais il y en avait ouais, un ouais. qui Non, était non, mais en très fait, favori. ce qui est marrant, c'est qu'à notre époque, en plus, enfin, à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué de consommer de la NBA. C'est-à-dire que pour trouver la NBA, fallait s'investir quelque part. Et puis c'était un truc, ça l'est encore quelque part, mais à l'époque, c'était vraiment une niche absolue. C'est-à-dire que moi, la plupart de mes potes aimaient le foot, suivaient le foot, étaient fans de foot, et la NBA, c'était vraiment, tu trouvais 4 gars dans ton collège ou dans ton lycée qui aimaient ça et qui connaissaient à peu près le sport. Donc il y avait ça aussi Complètement. T'es dans l'univers à part un peu. Ouais, j'aimais bien ce côté un peu outsider aussi, ouais. Donc tu disais que ton équipe et ton joueur fétiche, ce sont les Lakers et Shaquille O'Neal. Donc comment t'as évolué dans là-dessus sur ces deux sujets-là au fil des années? Quelles ont été ensuite les équipes pour lesquelles que t'as pris d'affection et les joueurs qui t'ont tapé dans l'œil, où tu dis, notamment une fois que O'Neal est parti à la retraite ou quand il a été un peu moins présent, on va dire, en termes de compétition. Comment t'as évolué sur tes goûts NBA? Il faut dire que ça a concordé aussi avec le début de la carrière de Tony Parker. Et Tony Parker, pour tous les jeunes Français, ça a été une révolution parce que moi, quand je commence à m'intéresser à la NBA, il n'y a que Tarek Abdul-Wahad
qui joue pas forcément beaucoup. Il y a eu le passage Antoine Rigaudot, il y a eu Jérôme Moiseau. On voyait que c'était un peu compliqué pour les Français de s'intégrer sur le long terme pour la NBA. Et là, il y a Tony Parker qui arrive. Et au bout de 5-6 matchs, il se retrouve dans le 5 de départ des Spurs. Et à partir de là, forcément, on est tous un peu devenus fans de San Antonio, je pense. Enfin, moi, je me rappelle d'arriver en cours de français, les yeux fatigués, en disant la veille que j'étais parti réviser chez un copain, mais en fait pas du tout. On regardait les finales de conférence avec les Spurs et on suivait Tony Parker. Donc voilà. Mais après, moi j'ai vraiment un amour global du sport. C'est-à-dire que effectivement, Shaquille O'Neal, j'aimais beaucoup son côté fun, son côté dominateur. Et puis après, ça s'est diffusé un petit peu partout. Moi, je me suis intéressé à l'histoire de la NBA, à l'histoire du basket. Donc après, j'ai beaucoup rêvé en lisant, puisque comme tu le disais, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'images. Il n'y avait quasiment rien en live. Donc on apprenait des histoires en lisant, en fait, sans les magazines. On n'avait pas d'histoire, donc ça prenait une dimension encore plus énorme, la carrière des joueurs qu'on pouvait lire. Donc j'ai été fasciné par les histoires autour de Larry Bird, de Magic Johnson, de tous ces joueurs-là. Comme je te disais, mes frères faisaient du basket. On avait le livre d'or du basket 93 à la maison. Donc tu vois, c'est l'année du titre de Limoges. Voilà, et j'ai lu et relu l'interception de Fred Forte. Dans les mains de Tony Kukoc. De Tony Kukoc, je l'ai lu 30 000 fois avant de la voir en vrai. Et donc, voilà, moi, je te dis, j'étais bien quand j'avais un ballon. Et dès que quelque chose parlait de basket, ça m'intéressait, quel que soit le niveau. Et dans la discussion, alors de la discussion qui est aussi vaine qu'elle est passionnante, hein, pour une partie de la population, notamment, enfin des fans. Tu te situes où dans le débat du GOAT? Est-ce que déjà c'est un débat qui t'intéresse? Et toi, quel est ton joueur, le joueur qui est au sommet de ta pyramide, où tu soutiens mordicus que c'est le meilleur joueur que t'aies vu de ta vie de fan? Moi, c'est pas du tout un débat dans lequel j'aime rentrer. Je pense que chacun a son GOAT. Effectivement, il y a plein de joueurs qui méritent, mais c'est où est-ce qu'on met le curseur? Effectivement, ça dépend des époques aussi. Il y en a qui cochent plus de cages, ça dépend des générations. On voit aussi que le temps passant, on a des regards différents sur des carrières de joueurs. Par exemple, que peut-être toi et moi, on a vu jouer. Absolument. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un regard sur ces joueurs-là qui est peut-être pas celui qu'on avait à l'époque. Donc effectivement, c'est très difficile de juger des choses qui se passent aujourd'hui ou des choses qui se sont passées avant quand on les a pas vues. Ouais, moi, c'est pareil. T'as tout à fait raison. C'est un point très pertinent. Moi, j'ai beaucoup évolué sur plein de joueurs dont j'ai suivi la carrière. Parfois, certains, j'avais tendance à les gonfler un petit peu et j'ai réalisé ensuite, plus tard, quand j'ai compris d'autres éléments du jeu, d'autres façons de lire le jeu, de comprendre le jeu, d'analyser le jeu, où finalement, je me suis dit, tiens, peut-être que je les ai vus un peu trop beaux. À contrario, d'autres joueurs dont j'avais tendance à minimiser l'impact, j'ai réalisé plus tard le pourquoi du comment on parlait d'eux tout le temps et pourquoi certains journalistes experts entre guillemets parlaient d'eux de façon de façon dithyrambique en disant mais ce joueur est absolument formidable, et des fois je comprenais pas, tu vois, j'étais là en train de me dire mais pourquoi il parle de ce joueur comme ça, je perçois pas le truc, et j'ai beaucoup évolué. T'as tout à fait raison. Je voulais avoir ton sentiment général sur la saison à venir. Quels sont les sujets que tu vas suivre, les joueurs et les équipes en particulier, qui vont retenir ton attention cette saison? Comme beaucoup de monde, je vais pas être très original. Je pense qu'on a très envie de voir ce que va faire Victor cette saison. Ouais. Évidemment, parce que ça fait longtemps qu'on en a été privé en NBA. Parce qu'on a vu son été, parce qu'on a vu ce qu'il est capable de faire en pré-saison, son évolution physique aussi. Donc évidemment, j'ai très très envie de voir l'évolution de Victor Wembanyama et surtout l'évolution des Spurs. Ouais, la nouvelle équipe, effectivement, les nouvelles leur rookie, Dylan Harper, qui a l'air vraiment d'être excellent. Et j'ai l'impression qu'il pourrait même, il a été tellement impressionnant sur les quelques matchs de pré-saison qu'il a joué. J'ai l'impression que les Spurs ont différentes décisions à prendre. Ils ont prolongé Fox cet été, ils ont Dylan Harper, ils ont Stephen Castle. Il y a plusieurs chemins qu'ils peuvent emprunter, à voir est-ce qu'ils sont pressés d'être compétitifs avec Victor Wembanyama. Et là,
tu entends Victor Wembanyama qui vient de dire une saison réussie, ça serait la 6e place et une qualification directe pour les playoffs, ce qui est très ambitieux dans cette conférence Ouest. Donc, et ouais, effectivement, les Spurs, énorme équipe à suivre cette saison. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont tu souhaites, qui vont vraiment t'intéresser particulièrement? Je suis intéressé par voir quelle dimension va prendre Luka Doncic, par exemple, aux Lakers cette saison. Pareil, lui aussi, on a suivi son été, sa nouvelle hygiène de vie, parce que on va voir aussi dans quel état LeBron James va être cette saison. Est-ce que, pour le moment, il a sa sciatique, est-ce que c'est un petit événement et après il va revenir au top, ou est-ce qu'on est peut-être vraiment sur le début du déclin de LeBron James et donc vraiment des pleins pouvoirs à Doncic à LA. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir comment va jouer cette saison chez Gilgeous-Alexander après avoir roulé sur la saison passée, après avoir eu son titre, le titre de MVP. Est-ce qu'il va encore avoir la niaque? Ça va être intéressant. Et puis voir un peu ce que vont donner les vieux briscards. Je fais pas partie forcément de ceux qui sont très optimistes de l'arrivée de Kevin Durant à Houston, par exemple. Mais moi, ce que je préfère dans ce job, c'est me tromper. C'est avoir un avis négatif sur quelque chose et me rendre compte que les joueurs, ils me font mentir. Et c'est là où je trouve que ça a de l'intérêt. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. On verra ce que ça va donner. Ouais, qu'est-ce qui t'inspire pas trop dans cette équipe des Rockets? Est-ce que c'est la blessure de Fred VanVleet qui j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais qui, je pense, est venu court-circuiter quand même pas mal de choses, parce que c'était un meneur d'expérience dont les qualités à la création étaient absolument indispensables pour les Rockets, et sans lui, alors Rich Shepard, il a l'air très très bon, il a fait une excellente pré-saison, mais remettre l'avenir d'une équipe qui joue le titre potentiellement dans les mains d'un joueur aussi jeune, notamment quand ils vont commencer à avancer en playoff, si jamais ça se passe très bien pour eux, je trouve qu'ils ont une très bonne équipe, mais bon, un joueur aussi inexpérimenté à un poste clé qu'est le poste de meneur de jeu, ça me semble quand même difficile à imaginer aujourd'hui. Déjà, je suis pas convaincu que Rich Shepard soit le meneur starter cette saison à Houston. D'ailleurs, je crois que ce soir, pour le début de la saison, c'est Amen Thompson qui va démarrer à la main. Ça, c'est un projet très intéressant, le développement d'Amen Thompson, qu'on a vu quand même en playoff la saison passée, très impressionnant sur plein d'aspects, mais pareil, qui est encore un joueur en développement. Moi, ce qui me fait le plus peur à Houston, c'est vraiment le cas Kevin Durant. Parce qu'on a bien vu que les dernières expériences de KD, où qu'il soit passé, ça s'est toujours un petit peu mal fini. Ça change rien la qualité de joueur qu'il a. Je pense que l'âge avançant, pour moi, n'est pas un problème, parce que c'est un joueur qui est tellement fort, qui va toujours réussir offensivement. Voilà, c'est peut-être on va pas revenir dans la discussion de GOAT, etc. Mais il fait quand même partie des plus grands attaquants clairement, purs et durs de la NBA. Ça, c'est indéniable. Mais aller gagner un titre, c'est difficile de remporter un titre en NBA. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a la santé, effectivement. Il y a les qualités individuelles, les qualités collectives. Et après, il faut toujours un petit truc en plus. Et est-ce que Kevin Durant, il peut être ce joueur fédérateur capable de motiver, de consolider tout un groupe? Est-ce que déjà, il l'a été dans sa carrière? C'est ça. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, on a bien vu les dernières saisons que c'était encore moins le cas. Donc c'est ça qui me fait un petit peu plus peur. Mais encore une fois, il a été à la fac à Texas. Moi, voilà, je lui souhaite évidemment Bon, moi, je suis sympa comme gars. J'aimerais que toutes les équipes remportent le titre à la fin de la saison. Mais je leur souhaite tout le bien, tout le bonheur possible à Houston. Je trouve que c'est une franchise qui a hyper bien travaillé. Je trouve que le move d'aller chercher Kevin Durant était intelligent aussi. On a vu les limites d'un Jalen Green en playoff la saison dernière. Sûr. Ça peut être un deal gagnant-gagnant en plus pour moi entre Houston et Phoenix. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà mon regard sur Houston. Ça me fait un peu peur. L'extension signée par Kevin Durant là est une bonne chose pour Houston, pour la sérénité de la saison qui se profile à l'horizon là, qui va débuter effectivement face au Thunder. Je suis d'accord avec toi. Kevin Durant, pour moi, aujourd'hui, dans le long de sa carrière, n'a jamais prouvé qu'il avait les qualités de meneur d'homme
qu'il était capable de rassembler un vestiaire. Il avait largement eu l'opportunité de le faire à l'époque déjà où il était au Thunder et il ne l'a pas fait. Ensuite, il a rejoint Golden State. Voilà, dans les circonstances qu'on connaît, il a gagné ses 2 titres et après il est parti aux Nets. Et là, déjà, on a encore vu que, pareil, c'était pas effectivement un meneur d'hommes. C'est comme ça et c'est pas grave. C'est pas dramatique de ne pas être cette personne, ce Non. leader émotionnel qui est Petite capable parenthèse quand même, Ouais. au Nets, sur son fameux shoot où il a le pied sur la ligne, on peut toujours se demander qu'est-ce qui se serait passé si Il se serait rien passé. en playoff contre Milwaukee, je Il se me dis serait rien peut-être que cette passé. année-là, ils auraient pu aller au bout. Mais ça, c'est. Il se serait rien passé puisque James Harden est sur une jambe, Kyrie Irving vrai. est sorti. Je veux dire, même s'il parvient à mettre ce tir absolument miraculeux, je vois même pas comment ça continue derrière. Cette équipe était complètement sur les rotules absolus. Ils étaient en train de perdre les roues, la carrosserie, et voilà, ça finissait dans le ravin pour moi, quoi qu'il arrive. Après cette série face aux Bucks, et moi, la question que je me suis posée, en revanche, et que je continue à me poser, alors, Houston, le moment Houston va peut-être changer la donne, justement. Mais est-ce que cette série quand il est au Nets face aux Bucks, c'est pas la dernière fois où on a vu Kevin Durant performer à ce niveau absolu en playoff? Est-ce qu'il est capable encore de le faire? C'est ça la question. Je pense qu'au niveau du talent et physiquement, il en est capable. Voilà. Je reviens à ma grande question. Moi, c'est plutôt dans sa tête. Est-ce qu'il a encore la volonté que ça demande? Tout à fait. De toute façon, tous ces joueurs-là, toute la génération qui est en train de partir, dont on est en train auquel on assiste au crépuscule, c'est ça la question, c'est leur capacité à tenir sur la distance, à tenir jusqu'au bout. On peut dire la même chose des Warriors de Stephen Curry, où je vois qu'ils sont extrêmement bien notés par beaucoup d'insiders NBA aujourd'hui, parce qu'ils ont une bonne équipe, parce qu'il y a Steve Kerr à la tête, parce qu'il y a des joueurs très intelligents dans cet effectif. La recrue à Ford semble absolument magique. Enfin, je veux dire, c'est pile poil ce que tu as envie de mettre sur le papier dans cette équipe. Maintenant, est-ce que Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, ça tient le coup sur une saison de 82 matchs, et dans quel état de santé ça arrive en playoff? Idem pour les Clippers. J'adore cette équipe sur le papier, mais je sais pas trop où ça va. Je me demande si c'est capable de tenir une saison. Et une saison, c'est ultra exigeant physiquement, mentalement. Et je me pose vraiment la question. Et je suis comme toi, je dirais la même chose que ce que tu as dit tout à l'heure. J'espère qu'ils me feront mentir et qu'ils seront en pleine possession de leurs moyens, arrivés à l'attaque des playoffs, quoi. Ouais, c'est là où tout va jouer, évidemment, comme chaque saison. Ouais, tout à fait. Merci Clément de m'avoir accompagné, d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Et puis je te dis merde pour la saison sur Prime Video. Hâte d'entendre le travail que vous allez faire, de vous suivre. Et puis on va regarder ça avec attention. Eh ben écoutez, soyez au rendez-vous. On est évidemment tous dans les starting blocks. On bosse bien depuis plusieurs semaines déjà, tous ensemble. Pour être là, pour être prêt, et on a surtout hâte de partager la passion avec vous et de vous régaler. On vous rappelle encore une fois, l'idée c'est de pouvoir parler à tout le monde, ceux qui découvrent la NBA, ceux qui la redécouvrent, ceux qui en connaissent un petit peu, et puis ceux qui se rappellent de Slava Medvedenko et qui savent dans combien de franchises a joué Ish Smith. Ish Smith, il a joué dans combien de franchises? Je dirais 9. Oui, ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin, je sais pas. Je pensais que tu avais la réponse, je pensais que tu étais en train de me poser une colle. Merde. Il faut rappeler un truc important, c'est que on peut regarder les matchs NBA si on est abonné Prime, c'est ça? Exactement, il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de supplément. Si vous avez un abonnement Prime, vous avez 86 matchs assurés sur Prime Video. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Ok. Et ça commence dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, dans la nuit du 24 au 25 octobre. Merci beaucoup Clément, et puis à l'occasion, si tu as l'occasion de repasser une tête dans le podcast pour participer à un épisode complet, tu seras le bienvenu, sache-le. Ce sera avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ciao. Salut. Voilà l'interview avec Clément. Merci beaucoup encore Clément d'avoir joué le jeu et d'avoir participé au podcast. C'était vraiment un très très bon échange. Charlie, je t'avoue, on a fait un peu comme on peut faire toi et moi.
C'est-à-dire qu'on a parlé peut-être presque plus longtemps en off que pendant l'enregistrement même de l'émission. Ouais, je comprends. Je pense que c'est un peu un syndrome de passionné d'NBA, ça. Très très cool en tout cas, Clément. Et voilà, donc vous allez pouvoir l'écouter ce soir. C'est le début sur Prime Video des matchs dans cette nuit là, du 24 au 25. Vous pouvez également voir les matchs en replay sur Prime Video, donc n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez également vous abonner au NBA League Pass, donc ça a été dit. Donc n'hésitez pas. On va commencer le podcast par parler de cette affaire Chauncey Billups et Terry Rozier qui ont passé peut-être leur dernier moment en NBA après leur arrestation par le FBI ce jeudi 23 octobre 2025. À l'instar de Jontay Porter, dont on avait parlé dans le podcast Charlie, après son exclusion à vie de la Ligue pour sa participation illégale à des paris sportifs, Terry Rozier, qui avait été visé par une enquête interne de la NBA sur le même sujet avant d'être blanchi en juin dernier par cette enquête interne, est soupçonné par le FBI d'avoir effectivement pris part à des activités illégales liées aux paris sportifs. Chauncey Billups est visé par 2 accusations. La première est équivalente à un délit d'initié. Il aurait prévenu des gens connus pour être des membres de la mafia de l'indisponibilité de certains joueurs lors de la rencontre face aux Bulls le 24 mars 2023, précisément. La seconde accusation le lie à un cercle de jeu illégal où il servait d'appât, en tout cas il était une des personnalités invitées à la table de poker, où un vaste système d'arnaque digne d'un film hollywoodien aurait été mis en place pour faire cracher un maximum de cash de la part de victimes, des personnes aisées, précise le dossier. En sous-main, cette arnaque était supposément liée à la Casa Nostra, la célèbre organisation mafieuse sicilienne, rien que ça. Damon Jones, un ancien coéquipier et ami personnel de LeBron James, est également impliqué dans cette histoire de table de jeu illégale. Il est soupçonné lui aussi d'avoir donné des informations sur la disponibilité de joueurs des Lakers, notamment le match du 9 février 2023 face aux Bucks, que LeBron James n'a pas joué. Pour le moment, la star des Lakers n'est pas considérée comme étant impliquée dans cette histoire. Tout cela s'étant déroulé à son insu. En tout cas, c'est ce que précise actuellement le dossier. Le cas de Terry Rozier est particulièrement intriguant parce que le FBI, en procédant à son arrestation, vient de décrédibiliser totalement l'enquête interne de la NBA. Selon son avocat, cette opération du FBI n'a aucun mérite et comme Chauncey Billups, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. À Portland, Thiago Splitter a été nommé coach par intérim. Dans un article fascinant, Andriy Abbott, ancien journaliste de ESPN, à la tête du site Troop, a pris le temps de détailler les liens dérangeants qui existent et qui sont connus entre les milieux mafieux et la NBA, notamment Tillman Fertitta, le propriétaire des Rockets, dont la famille était notoirement liée au crime organisé par le passé, dont l'histoire aurait d'ailleurs servi d'inspiration au film Casino de Martin Scorsese. Il y parle également des Adelson, les nouveaux propriétaires des Mavericks, qui ont fait parler d'eux lors du transfert de Luka Doncic la saison dernière, d'Apollo Global, un temps dirigé par Leon Black, qui était en affaire avec Jeffrey Epstein et qui reste un des alliés les plus puissants de la NBA financièrement, ou encore le regret des enquêteurs du FBI à l'époque du scandale des matchs truqués par l'arbitre Tip Donaghy, qui regrette d'avoir averti David Stern à l'époque, puisque après l'avoir averti, il y avait une fuite d'informations qui les a empêchés de creuser cette affaire, de chercher à savoir si d'autres arbitres étaient impliqués, si des officiels NBA étaient au courant. Voilà, il y a plein d'autres histoires. Franchement, abonnez-vous à sa page Substack. C'est le meilleur achat que vous allez faire aujourd'hui probablement, je vous le promets. L'enquête sur Apollo Global, il y a 21 articles extrêmement fouillés, c'est complètement fou. Voilà. Tout ça pour dire que les liens entre la NBA et les sociétés de paris sportifs est plus que jamais un problème majeur, comme le prouve cette nouvelle affaire, pour les joueurs, pour le personnel NBA, pour la Ligue elle-même. Longtemps dépeint comme un commissaire compétent et progressiste, Adam Silver commence à accumuler les affaires le temps de son mandat. Rien que ces derniers mois, il y a eu l'affaire sur Kawhi Leonard et les Clippers, dont on a parlé. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle affaire de paris sportifs illégaux et les liens supposés de figures de l'NBA avec des réseaux mafieux. Tout ça, ça menace sérieusement de ternir l'image de la Ligue. Toi et moi, Charlie, on avait dit justement que le fait qu'aujourd'hui, la légalisation des paris sportifs et les liens étroits qu'ils sont en train de tisser avec l'NBA allait donner lieu à d'autres affaires que celle de Jontay Porter. Aujourd'hui, voilà où on en est. Quel est ton sentiment sur cette affaire, sur ces affaires qui viennent
qui viennent d'éclore dans la NBA? Bah, déjà, évidemment, c'est une très mauvaise pub pour la NBA. Ça, je pense que je révolutionne rien en disant ça. C'est pas une affaire, enfin, c'est une affaire dont on aurait pu se passer pour ce début de saison qui, en plus, est quand même assez incroyable. Donc, écoute, en fait, c'est difficile, je trouve, de s'exprimer. D'abord parce que l'enquête, elle est encore en cours. Ensuite, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments judiciaires, etc., que je ne maîtrise absolument pas. Moi, ce que je trouve un peu triste, c'est, tu vois, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux là suite à tout ça, et en fait, on est en train de s'embarquer là dans une espèce de chasse aux sorcières. Chacun y va de ah mais regardez cette performance-là, ce match-là, cette date-là, il a joué tant de minutes, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a pas quelque chose derrière? Ça, je pense que c'est assez catastrophique. Il faut surtout pas tomber là-dedans, à mon sens. Le fait que les enquêtes internes de la NBA aient été décrédibilisées, enfin l'enquête interne notamment sur Terry Rozier a été décrédibilisée, c'est une catastrophe en réalité parce que Tout à fait. bah tu l'as dit, ces derniers temps la NBA fait face à plusieurs situations qui exigent enquête. Si aujourd'hui on se rend compte que ces enquêtes ne sont pas crédibles, soit par manque de compétences, soit par conflit d'intérêts, bah c'est absolument terrible. Donc voilà, écoute, difficile, je trouve, d'avoir un avis clair. En tout cas, c'est vraiment quelque chose dont on aurait pu se passer, dont on aurait aimé se passer. Maintenant, tu l'as dit, on sait depuis très longtemps qu'il y a des liens entre la NBA et certains milieux du crime organisé. Voilà, et il faut espérer que cette enquête puisse être menée à son terme efficacement et éventuellement, même si ça j'y crois pas une seule seconde, qu'on en tire les leçons sur l'impact des paris sportifs. Ça j'y crois pas du tout parce que bah il y a beaucoup trop d'argent en fait dans ces milieux-là et c'est pas propre qu'à la NBA. Hein. Aujourd'hui, quasiment tous les sports et tous les médias sportifs sont associés à ce genre de site et à ce genre de choses. Donc j'ai un peu peur qu'on en soit qu'au début de ce genre d'histoire. Oui, après voilà, il reste à voir jusqu'où ils vont pouvoir creuser, jusqu'où ils vont creuser, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, quel genre de personnalités vont se retrouver dans des situations compromettantes et dans des accusés de choses qui sont extrêmement regrettables. Je pense effectivement que la NBA joue très très gros dans cette affaire parce que Énormément, bah bien sûr, en termes de crédibilité, voilà, c'est fou. voilà, en termes de crédibilité, en termes d'image, comme tu dis, les soupçons que ça soulève chez les fans, et le jour où plus personne ne croit dans la sincérité des résultats, dans la sincérité des matchs qui sont joués, c'est fini, ça sera perdu. Donc on verra. Écoute, ce qui est sûr, c'est que dans le podcast, on en parlera quand il y aura des nouveautés, des nouvelles informations. On en fera le relais à partir du moment où ça sera assez solide pour pouvoir en parler. On n'ira pas faire toutes les rumeurs, ça c'est sûr et certain. Oh non, Mais, non, non. mais voilà, parce que Parce que là, moi, c'est ça, en comme fait, qui n'importe me quelle gêne, si tu affaire, veux. c'est que maintenant, plein de petits détails et des trucs, comme tu dis, juridiques, judiciaires, extrêmement complexes et compliqués, vont venir se télescoper et brouiller un petit peu le message. Donc voilà, quand il y aura des informations intéressantes et qu'on sera capable, en mesure de résumer sans dire n'importe quoi, on s'en fera l'écho, vous pouvez en être sûr, comme pour l'affaire pour Kawhi. Voilà. Mais en attendant, je trouve ça extrêmement dommage que effectivement, voilà, il y ait ce genre de situations qui apparaissent dans ce début de saison. Un dernier mot sur ça ou pas? Bon, écoute, non, non, voilà, passons à ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le sportif. Quoi. Exactement. La reprise absolument incroyable auquel on a eu droit dès le premier match, Charlie, ce Thunder Rockets, qui marque d'ailleurs la reprise de la NBA sur NBC. Je pense pas qu'NBC aurait pu scripter le truc mieux que ce qui, C'est mieux que ce clair. qui s'est passé. Même si ça les a mis dans la mouise parce que ça a largement mangé sur le match entre les Warriors et les Lakers, qui je pense était aussi une affiche extrêmement importante pour eux. Mais on s'est régalé avec ce match Thunder Rockets, effectivement. Le Thunder qui vient de se taper au final 2 fois une double prolongation. Il y a eu un record de 40 lancers francs tentés par Shai Gilgeous-Alexander sur les 2 premiers matchs d'une saison. J'ai vu ça poindre sur les réseaux sociaux, mais je trouve ça malhonnête sans souligner les 20 minutes de jeu supplémentaires qu'il a joué, Mais bien sûr. qui ont été joués sur les 2 rencontres. SGA a été absolument magnifique face aux Rockets.
il est absolument époustouflant, ce joueur. Sa capacité offensive, sa capacité à aller chercher des paniers, son bump step back, son tir après contact avec un pied de recul, c'est absolument incroyable d'efficacité. T'as l'impression qu'il rentre 100% de ces tirs-là. Et au pire, il termine sur la ligne des lancers francs. Je rappelle que OKC était privé de Jalen Williams, ce qui est pas rien. Donc voilà, cet effectif a encore montré sa force de caractère, la qualité de sa profondeur devant. Face aux Pacers, AJ Mitchell, qui s'était déjà distingué face à Houston, a planté 26 points en sortie de banc, absolument incroyable. Et puis pour les Rockets, la défaite est forcément amère, parce qu'ils ont mené une bonne partie de la rencontre avant de s'écrouler dans les moments décisifs. Il y a eu le lancer raté de KD qui aurait pu donner 3 points d'avance à Houston. Les ballons clés qu'il a perdus, il n'a pas su imposer, contrairement à Shai Gilgeous-Alexander, son jeu offensif quand il le fallait. Charlie, j'ai aussi envie de dire, on en avait parlé, toi et moi, le fait de potentiellement mettre Amen Thompson à la main. Et ben, comme on le redoutait, c'est loin d'être idéal. Ben Sheppard, c'est pareil, c'est que ça va clairement pas être l'affaire et ça va être un problème majeur pour cette équipe de Houston cette saison. Comme on le redoutait, ils n'ont pas les qualités nécessaires pour remplacer le métier de Fred VanVleet à un poste qui est un des postes les plus exigeants de la NBA. Voilà, Houston a perdu le ballon sur 22% de ses possessions dans ce match avec une efficacité offensive équivalente à une des pires de la saison passée. Ok, il jouait le Thunder, qui est une des défenses absolument historiques. L'an dernier, c'était le cas en tout cas. KD n'est pas un créateur, il ne l'a jamais été. C'est un problème pour Houston. Voilà. J'ai adoré cette rencontre, mais j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses qui allaient dans le sens de ce qu'on a dit concernant Houston, quoi. Ouais, bah déjà c'est clair que ce match c'était le premier banger de la saison. Ouais. Hein. Commencer par ça, c'était génial, c'était un super scénario en plus. Écoute, voilà, les Rockets nous ont fait un match classique d'une équipe très grande et sans meneur de métier. Ils ont dominé au rebond, mais finalement assez peu de passes décisives, beaucoup de pertes de balles, un rythme très lent, peu de contre-attaques. Oh, c'est ce qu'on évoquait avant la reprise de la saison. Moi, j'ai un peu de mal à croire que cette formule soit viable sur le long terme. Alors, on va évidemment attendre de voir comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont réussir à mieux tirer parti des qualités de distributeur d'un mec comme Sengun. Peut-être qu'aussi un Rich Shepard peut prendre de l'ampleur dans la rotation, parce qu'on sait qu'il a du talent. Mais enfin, c'est quand même compliqué de lui confier ces responsabilités-là. Là, ils ont joué le champion en titre qui est aussi. C'est un coupe-gorge, le Thunder. Donc, c'est probablement que cette équipe-là, vu le talent qui habite l'effectif, clairement, ça va beaucoup mieux se passer face à d'autres équipes. Maintenant, Houston, les ambitions, ça reste des ambitions d'aller au titre. Et on voit bien que dans les moments chauds, en fin de rencontre, quand il fallait créer du jeu, faire la bonne passe, créer les décalages et ainsi de suite, il y a un manque criant à la création, quoi. Ouais, et puis, enfin, le rythme est très lent. Aujourd'hui, en NBA, c'est quand même compliqué de jouer en étant aussi lent. Alors, écoute, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en voyant le match, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de regrets, une fois de plus, sur la blessure de VanVleet, parce que vraiment, cet effectif-là, avec un profil comme le sien en plus, mais quelle prise de tête ça serait pour toutes les autres équipes NBA. Alors, tu l'as dit, c'était OKC en face. On va pas tirer de conclusion. C'est trop tôt. Mais bon, ça m'a laissé quand même ce tout petit goût de si VanVleet était là, ce serait incroyable. Maintenant, écoute, côté OKC, bah heureusement qu'ils sont jeunes, hein, les mecs, hein, parce que quand même, en 2 matchs, ils ont déjà beaucoup joué. Commencé par deux doubles prolongations en plus, je crois. C'est pas banal. C'est incroyable. Et le match face aux Pacers était absolument génialissime. Mais c'est ça, c'est que le match était très cool. Moi, je suis content. Mortel, la vache. Moi, ça me fait trop plaisir de voir que les Pacers, même sans Haliburton, n'ont pas perdu toute leur magie. Moi, j'attends une grosse saison de Mathurin et sur ce premier match, il m'a pas déçu. Époustouflant. L'autre qui m'a pas déçu, tu l'as mentionné, c'est Shai Gilgeous-Alexander, monstrueux. La prolongation qu'il fait face aux Pacers, vraiment, c'est vraiment une prolongation de patron. Et puis voilà, en fait, cet été, quand on parlait d'OKC, on se disait que finalement, le plus flippant avec cette équipe, c'était que vu sa jeunesse, c'était la marge de progression de ses joueurs. En fait, ils n'ont pas besoin de recruter. Et AJ Mitchell l'a parfaitement illustré depuis le début de la saison. Il est incroyable. Cette équipe, elle a tellement de profondeur, c'est délirant. Contre Indiana, ils avaient quoi? Ils avaient 3 absents, je crois. Il y avait pas Jalen Williams, pardon. Ouais, Alex Caruso n'a pas joué ce match-là, ouais. Kayson Wallace non plus, il me semble, sauf je crois pas non plus, ouais.
Et voilà, aucun souci en fait. On met Aaron Wiggins dans le 5 qui répond présent comme un vétéran. AJ Williams et lui ont joué plus de 35 minutes, des patrons sur le parquet. Enfin, voilà, c'est vraiment pas le début de saison d'une équipe qui va se reposer sur ses lauriers ou qui aurait du mal à digérer son nouveau statut. C'est le début de saison d'une équipe qui a la dalle, qui veut continuer de progresser, qui entend bien dominer la ligue cette saison encore. Et franchement, bon courage à leurs adversaires. Hein. Ouais, elle est parfaitement construite, cette équipe. Enfin, on l'a dit, on le répète, mais c'est comme ça, quoi. Il y a pas vraiment de points faibles dans cette équipe. Il y a encore une profondeur incroyable. Et puis, voilà, Shai Gilgeous-Alexander, inarrêtable. Il est vraiment inarrêtable, ce joueur. Dès qu'ils ont besoin d'un panier, offensivement, ce joueur... Je pense qu'on ne prend pas encore la dimension de Shai Gilgeous-Alexander, mais ça viendra. Il y a un moment où tout le monde réalisera à quel point ce joueur, offensivement, est un diamant absolu, quoi. En fait, le problème, c'est que Shai Gilgeous-Alexander, il est trop facile à hate à cause de ses lancers francs, en fait. Moi, je pense que jusqu'à la fin, il aura cette image de mec qui est favorisé par les arbitres, parce que c'est plus simple de se dire ça plutôt que de prendre conscience de tout le travail qu'il fait et du fait qu'aujourd'hui, en NBA, aller chercher des fautes comme il le fait, c'est aussi la preuve d'une technique absolument hallucinante, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Comment il a réussi à faire mordre Kevin Durant sur sa feinte et de provoquer la faute. Ah, mais la maîtrise qu'il a, en fait, à quel point il maîtrise ses défenseurs, c'est fou, c'est vraiment fou. Et puis, quand tu as besoin de 2 points, sa qualité de dribble, sa qualité pour créer un espace, pour faire le décalage en permanence, il a tout un éventail de moves qui est vraiment hyper riche, hyper varié. Il y a 10 façons différentes pour lui d'envoyer son défenseur balader sur le terrain. C'est extrêmement impressionnant. Oui, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, quand tu défends sur Shai Gilgeous-Alexander, il faut bien avoir conscience du fait que très fréquemment, tu te retrouves dans une situation où si tu fais pas faute, tu le laisses marquer, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, souvent, tu fais faute, et puis souvent, parfois, tu fais même faute sans chercher à faire faute, en fait. Ouais, complètement, ouais. Il a une maîtrise de son jeu qui est extraordinaire. Et côté Houston, j'ai aussi noté, il faut qu'on en parle avant de passer à la suite, mais Alperen Sengun, extrêmement bon sur le match face à OKC. J'ai hâte de voir comment il va enchaîner là-dessus. Mais il est dans la lancée de l'Eurobasket et je me dis que très clairement, dans une trentaine de matchs, on peut tout à fait se dire, toi et moi, qui est le meilleur joueur des Rockets et citer Alperen Sengun sans aucune hésitation. Et le mec n'a que 23 ans. Hein. Ouais, et il y a KD, Amen Thompson dans son équipe. Ouais. C'est pas rien quand même. C'est pas rien quand même. Écoute, ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Houston parce que je me dis vraiment, est-ce qu'ils vont pas avoir la tentation d'essayer de bouger, de monter quelque chose pour mettre la main sur un meneur? Parce que vraiment, en fait, cette équipe, elle donne l'impression d'avoir tellement de possibilités. Là, on voit qu'il y a le Qatari Izon qui a pas été prolongé. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Enfin, moi, j'ai du mal à croire que cet effectif finira la saison comme il a commencé. Étant donné les pics de draft qui sont à disposition, étant donné le fait que d'avoir Kevin Durant, aujourd'hui, c'est une fenêtre de 2-3 saisons grand max qui se présente devant eux. Clairement, Houston est une des équipes susceptibles de faire un move pour dire on y va maintenant. Surtout si cette défaite contre Casey devient une exception, que face au reste de la ligue, justement, il se révèle dominateur et que il y a quasiment personne qui peut les arrêter. Si la dernière touche pour se dire on peut regarder le Thunder droit dans les yeux si on a un créateur de talent, je vois pas pourquoi ils iraient pas le chercher. Surtout si, encore une fois, si un mec comme Tari Eason, veut plus de 30 millions par an, en fait, en moment, tu pourras pas satisfaire tout le monde. Donc, Et en prévision de ça, tu peux lâcher du lest dès maintenant, au risque de compromettre aussi ta jeunesse, ta défense, une espèce de fougue défensive qui a fait ton identité la saison passée, qui va totalement modifier les choses aujourd'hui. C'est un risque à faire ça, hein. Ouais, bien sûr, mais... risque à jouer à ce jeu-là.
Bien sûr, mais c'est aussi ça, c'est aussi, en fait, une équipe bien gérée, bien coachée, c'est aussi une équipe qui est capable d'évoluer, tu vois. Et si Houston veut devenir un des principaux prétendants au titre dans les 2 ans à venir, ils vont probablement aussi devoir évoluer. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ouais. On a vu Phoenix, c'est peut-être un des exemples les plus récents, mais Phoenix, quand ils vont en finale NBA, il y a la déception de perdre, mais tout le monde se dit, bah, surtout qu'ils commencent la saison 2021-2022 sur les chapeaux de roue. Ils étaient ultra dominateurs, ils font une saison absolument magnifique. Tout ça pour se faire sortir avec une fessée monumentale face à Dallas. Mais, euh, mais à ce moment-là, tout le monde pense que Phoenix, ils sont partis sur... voilà, enfin, il y avait Chris Paul. On était un peu dans une config où on se disait, bon, ils ont pas tant que temps de ça, il faut agir dès maintenant. Et puis au final, ils vont faire le move avec KD. Enfin bref. Et ça s'est pas bien passé, quoi. Oh non! Oh non. On peut pas ne pas parler de lui, encore une fois, toujours, bien sûr. Voilà, Victor Wembanyama, la superstar absolue. Que dire? C'est la performance, clairement, de ce lancement de la saison. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, Wembanyama n'avait pas tenté une seule fois plus de 10 tirs à 2 points la saison passée dans une rencontre. Il en a pris 14 face à Dallas. Son jeu en pénétration, on voit bien qu'il a rajouté du muscle pendant l'intersaison et que ça, tout d'un coup, ça lui donne une toute autre dimension sur le terrain. C'est presque injuste, j'ai envie de te dire. Surtout face à Dallas, où tu as la perte d'Eric Lively, Anthony Davis, qui, sur le papier, est potentiellement la mieux à même de gêner le pivot français. Oula! Il en a rien été du tout. Cette faculté, Charlie, à jouer plus près du panier, je pense, peut changer beaucoup de choses pour les Spurs cette saison. Après, ça ne l'a pas empêché de nous servir quelques gestes complètement fous. Je pense notamment à cette espèce de step back après un dribble de dégagement à reculons derrière le dos, faute de Derek Lively, plus le panier à 3 points. Enfin, c'était un truc de déglingo. Je sais pas ce qu'il faut mettre dans ce premier match de Victor Wembanyama comme garantie pour le fait que ça va se reproduire. Mais waouh, c'est même plus une gifle, c'est un coup de boule qu'il nous a mis là. C'est extraordinaire. C'est Franchement, extraordinaire. c'était son retour sur les parquets, hein, tu te rends compte? Je sais pas si on se rend compte, il a tout de suite montré tous les progrès qu'il avait fait, à quel point son potentiel est hors norme. Je sais pas si on se rend compte que ce mec-là, il a que 21 ans. Moi, ça y est, j'arrête d'avoir de la retenue. Wembanyama, on a trop souvent voulu avoir de la retenue sur lui, en voulant pas trop en faire, pas trop le charger, pas trop lui mettre de la pression. Moi, c'est bon, je le dis maintenant, si ce mec-là n'a pas de soucis physiques, il va devenir un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est sûr. impossible autrement. Ouais. En plus, on voit bien que le mec il bosse sur ses points faibles. Là, sur ce match, il perd pas un seul ballon, et pourtant il y en a eu des situations. C'est exactement ce que j'ai marqué, Charlie. Et toutes les prises à deux, toutes les pressings défensifs qu'il a eu, il reste d'un calme. Mais d'une maîtrise. C'est incroyable. Ah, c'est fou. Enfin voilà, toute la planète basket est assommée par cette perf. Et franchement, moi, on n'en fait pas trop en disant ça. Hein. Ah non, mais là, c'est extraordinaire. Tout le monde a perdu la raison devant ce match. 40 points, 15 rebonds, pas de perte de balle, plus de 70% au tir, de la défense, des moves mais complètement anormaux pour un mec de sa taille, une sérénité de fou, il a joué même pas 30 minutes. Enfin, en fait, ce mec est né pour être une superstar NBA, il gère tout ça d'une façon hallucinante. Tu sais, cet été, il a été incroyablement médiatisé, mais il assume ça sans aucun souci, toujours un petit sourire, toujours sympa, toujours... Enfin voilà, tout le monde s'est enflammé devant sa perf. On a lu tout et n'importe quoi là-dessus, qu'il était candidat MVP dès cette saison, que c'était un des futurs GOAT, etc. Évidemment, on va attendre d'avoir plus d'un match pour se prononcer là-dessus, mais ce premier échantillon, il est hors norme. Et vraiment, en fait, Wembanyama a tout pour devenir la future grande tête d'affiche de la ligue. C'est un freak absolu, il est dominant des deux côtés du parquet, il est incroyablement spectaculaire, il peut quasiment tout faire, il a la tête sur les épaules. Voilà, c'est le joueur dont Adam Silver rêve la nuit et franchement... Dont on rêve tous la nuit, Charlie. Oui, dont on rêve tous la nuit, mais lui en plus, il a des intérêts financiers, quoi. Ouais. Donc ouais, voilà, ce mec va rentrer dans l'histoire NBA. En fait, il banalise l'exceptionnel. Je sais pas si t'as vu, il y a Coach Nick qui a fait une vidéo sur son match et il démarre la vidéo en parlant du alley-oop qui finit en reverse, là. À un moment, il dit, mais ça n'a aucun sens qu'en voyant ça, on ait l'impression que c'est une action normale, en fait. Genre, Wembanyama le fait avec tellement de facilité
que ça a l'air d'être genre c'est une action de routine quoi, classique, mais ça n'a aucun sens. Voilà, moi je suis fasciné et je suis persuadé que le phénomène Wembanyama a amené ou va amener plein de gens à regarder la NBA et du coup ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils écoutent le podcast, mais si vous en connaissez autour de vous, expliquez-leur que ce que Wembanyama fait, ça n'est pas normal. En fait, on est en train d'assister à un truc qui est complètement unique et c'est incroyable. Ce match, je l'ai regardé 3 fois et je pense que je vais me le refaire ce week-end parce que c'est hallucinant. Ouais, c'est rare dans la vie de fan de tomber sur un phénomène comme ça, quoi. Ouais. C'est pas, enfin, faut bien, ouais, considérer que c'est pas normal, ouais. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. C'est un pivot, il est français, c'est cool, on est content. Et voilà, il faut vraiment qu'on prie tous collectivement chaque jour pour qu'il y ait absolument pas de pépins physiques, quoi. Ouais. Et si c'est le cas, si tout va bien, eh ben ça va être le feu. On va se régaler. On va se régaler, mais on va se régaler. Et cette équipe, elle est fun. Stephen Castle. Oh, Stephen Castle, quel match. Oh, j'ai adoré. Il est impeccable, ce joueur. L'apport de Luke Cornet se fait sentir dès le premier match. Cette intelligence de jeu, parfait complément de Wemby. Génial recrutement de la part du front office des Spurs. Il faut jouer maintenant, les Spurs. Il faut être compétitif maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Ah ouais, bien sûr. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pas traîner les pieds, là. Il faut y aller maintenant. Non, c'est clair. Il faut là cette année, il faut aller en play-off et en play-off, voilà, on verra comment ça se passe, mais il faut aller en play-off, c'est sûr. Les 2 premières années de Wembanyama, il y a toujours eu un début de saison et un espèce de pic en production au bout d'un certain temps, quoi. L'an dernier, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'il y a eu malheureusement cet arrêt en raison de sa thrombose veineuse. Mais s'il suit un petit peu l'évolution qu'il nous montre depuis son arrivée en NBA, potentiellement, on est en train de gratter le début d'un truc qui va aller crescendo, quoi. Et je sais qu'on peut se dire, mais comment ça peut être encore plus fort? Mais ça va être plus fort dans le jour où il va saisir l'impact total qu'il peut avoir sur une rencontre et qu'il sera capable de manipuler attaque, défense à sa guise. Et le jour où il comprend ça, Victor, mais ça sera infernal. Ouais, non, mais c'est clair. Et vraiment, moi, je pense que l'impact que ce mec-là peut avoir, enfin, tu vois, moi, hier, j'étais au bureau de tabac, il y a des gens qui parlaient d'NBA alors que eux-mêmes disaient qu'ils y connaissaient absolument rien, mais juste ils parlaient de Wembanyama, tu vois, ils disaient ouais, il y a un Français qui est arrivé, qui est en NBA là, qui est en train de tout détruire, et tu sentais que vraiment les mecs ne connaissaient pas du tout la NBA, qui connaissaient même pas particulièrement bien le basket, mais il fait parler de la ligue, il fait parler de ce sport. Et Wembanyama, c'est un ambassadeur extraordinaire pour le basket en France. Extraordinaire. Ouais, je repensais à des questions qu'on a eues sur le mailbag. Je sais plus si c'est Olivier ou qui disait ouais, est-ce que la hype, tout ça autour de Victor, c'est pas un peu too much et tout. Et Victor, je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui justement, en fait, t'as envie d'y aller, comme tu disais toi tout de suite là. Des fois, t'as envie d'y aller avec des pincettes en disant attends, faut pas que je m'emballe. Mais en fait, Victor, c'est un mec qui répond. Tu sais, c'est génial quand t'es un fan et que t'as un joueur qui est capable de répondre à tes attentes, qui est capable qui concrétise tes rêves les plus fous le concernant. Il les transcende même en fait les attentes. Enfin, tu vois, c'était son match de reprise là. Et là, rien que jamais j'aurais imaginé ça. Rien que sur ce match-là, tout ce qu'il a fait dans ce match, il nous a sorti, mais la totale. Il y avait la totale de ce que tu rêves de le voir faire. Et s'il est capable de faire ça de façon régulière, mais waouh. Et effectivement, il a fait passer le secteur intérieur des Mavs pour un. Vraiment, il les a fait passer pour, tu vois, l'adversaire du dimanche, quoi. C'est fou. Et puis tu vois, c'est rare de voir des joueurs. Je pense à Jaden Hardy, à d'autres joueurs qui se regardent ils se regardent les uns les autres, les joueurs des Mavericks, en disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors que les joueurs des Spurs sont à moitié morts de rire, tu vois. Cooper Flagg, les débuts de Cooper Flagg, Charlie. J'ai trouvé courageux Cooper Flagg dans son début NBA.
Beaucoup de gens lui sont tombés dessus, mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse exactement? Et puis voilà, pareil, Cooper Flag, il va mener le jeu pour Dallas. Mais attendez, mais c'est pas N'importe possible en quoi. fait. Ouais, non, Faut arrêter. Il a le gars à 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il joue à un poste qui n'est pas le sien naturellement. Et déjà, un meneur qui arrive en NBA, c'est le baptême du feu. Est hyper violent. Alors là, mais c'est certain que ça allait pas bien se passer. Et franchement, il a pas démérité, je trouve. Et j'ai aimé le fait Ouais, que Jason Kidd se montre très encourageant à la fin de la rencontre. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et voilà. bah écoute, oui, non, je suis d'accord. C'est trop c'est pas un cadeau de lui faire. En fait, c'est dur parce qu'au moment de sa draft, tu vois, on a dit est-ce que finalement c'est pas bien pour lui de finir à Dallas parce que il est dans une équipe qui est déjà en place, qui a déjà des ambitions avec des bons joueurs autour de lui. Ok, mais les gars, si on lui demande de mener le jeu, c'est pas possible. Enfin, c'est pas un cas. Il faut comprendre un truc, c'est que en fait, Cooper Flag, on a un peu tendance à l'oublier parce qu'on en parle comme d'un potentiel extraordinaire, mais je crois que c'est un des plus jeunes, sinon le plus jeune joueur de la ligue cette année. Ouais. Et on le dit chaque année, en fait. Comprendre le jeu, c'est peut-être le plus difficile et le plus important pour pour des rookies. C'est pas juste de lui demander de mener le jeu et derrière euh, d'être déçu de son niveau de performance. Voilà, il faut lui laisser du temps et il faut le mettre dans des meilleures conditions. Moi, voilà, je le connais pas assez bien pour savoir jusqu'où il peut aller, mais il faut pas être trop critique, je pense, sur ses débuts. Sa première mi-temps était hardcore. Il est sorti du vestiaire pour la deuxième avec un bon état d'esprit. À un moment, il a eu un très bon passage où il a marqué plusieurs points consécutifs avec des moves qui étaient très très bons. Tu sens qu'il a un bon sens du jeu, qu'il comprend ce qui se passe, il sait ce qu'il faut faire. C'est un joueur très intelligent déjà, donc Ouais, j'ai après, pas trop de voilà. doute sur le fait que ça se passe bien. Maintenant, voilà, il va falloir lui laisser le temps, quoi. Je suis désolé, mais il y a un moment Mais pour c'est être ça. En fait, patient. le problème, c'est aussi que les gens vont le juger durement pour certains sans même regarder les matchs. Et tu vois, par exemple, c'est un truc tout con, mais vu toutes les attentes qu'il y a autour de lui, bah s'il est pas rookie de l'année parce que il a joué au poste de meneur pendant un tiers de la saison et Ouais. que pendant ce temps-là, des mecs comme Ace VJ Bailey ou VJ VJ Edgecombe est Combe, devenu un espèce de voilà. monstre absolu. Si pendant ce temps-là, ces mecs-là se régalent parce que Ouais, ils jouent dans des équipes qui les mettent extrêmement bien, ouais, bah tu vois, ça va le suivre et ça va être un peu injuste, mais bon, c'est ouais, le je suis tout à fait risque. d'accord. Euh, on va parler un petit peu des Warriors aussi, les Warriors qui se sont imposés face aux AT Lakers et face à mes Nuggets. Oui, c'est Euh, vrai, j'avoue, j'avais pas réfléchi à ça, mais ouais, ils ont ouais, fait on la. s'est pris deux fessées par Stephen Curry. Merci beaucoup, Stephen. Eh ben, je ne leur en veux pas, moi. Après, j'ai envie de te dire, voilà, Stephen Curry qui prend feu, il n'y a pas grand-chose de plus séduisant en NBA, franchement. Exactement. Exactement. C'était un joli petit coquin, Stephen Curry face à Nuggets en fin de match. Alors qu'il avait commencé le match un peu difficile, il avait 7 points à la mi-temps et après il nous a pilé, mais c'était hardcore de vivre ça, j'avoue. Ouais, quel bonheur de voir qu'il en est encore Mais capable. ouais, mais voilà, une équipe ultra intelligente. Al Horford a été créé pour jouer aux Warriors. Oui. Jimmy Butler, sa capacité à aller chercher des lancers francs est vraiment un outil extraordinaire pour cette équipe de Golden State parce que ça leur permet de mettre plein de choses en place. Et puis sa combativité au rebond, sa capacité à aller chercher des paniers qu'ils avaient. C'est un profil qu'ils n'avaient pas auparavant dans leur histoire récente, les Warriors. Et c'est vraiment un profil qui leur fait beaucoup de bien, je trouve. Oui, et puis Donc voilà, si. les Lakers, qu'est-ce que tu as pensé de cette première sortie des Lakers? Moi, j'ai trouvé Lucas très isolé. Et c'est une équipe clairement. Enfin, quand je vois certains sites américains qui en parlent comme d'une équipe qui va se qualifier à coup sûr pour les playoffs dans les 6 premiers, là, pour l'instant, tout de suite, je suis pas très confiant. Bon, écoute, moi, de base, avant même que la saison démarre, je les voyais pas très performants, les Lakers. Pour moi, il y avait de la marge entre eux et le sommet de la conférence Ouest. Bon, c'est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, évidemment, Bien sûr, ouais. mais si ce qu'on a vu là présage de la suite, bah, j'ai un peu du mal à voir comment cette équipe pourrait espérer mieux que aller peut-être la 6e place en étant optimiste. Moi, j'espère que JJ Redick va trouver des solutions. J'avoue que pour moi,
plus mauvaise nouvelle de ce match, c'est de l'entendre dire tout de suite après le match, l'entendre parler de l'absence de LeBron, de tout ce que LeBron pourrait apporter, de machin. Alors oui, effectivement, bien sûr que son profil ferait du bien pour trouver des solutions offensives, mais d'abord il est pas là, donc faut faire avec. Ensuite, il faut vraiment commencer à se projeter sur une équipe des Lakers sans LeBron, surtout que visiblement la situation entre lui et la franchise est quand même pas idéale. Bon voilà, Luka Doncic est parti pour faire une saison remarquable, mais il est pas assez bien entouré et moi je suis désolé, hein, ça va être ma marotte toute la saison. Mais DeAndre Ayton, c'est bien gentil de se donner des surnoms qui font peur, mais il va falloir se bouger sur le parquet à un moment. Hein, C'est lui qui fait peur. Ouais, non mais c'est clair. Ayton, c'est ce mec qui fronce les sourcils devant le miroir pour se donner l'air méchant, mais qui est incapable de faire du mal à une mouche. Et c'est absolument pas ce dont cette équipe a besoin. C'est ce qu'on voit trop souvent depuis le début de sa carrière. C'est un pivot soft qui va pas au charbon, qui ne parvient pas à faire ce qu'il faut pour exploiter son talent. La dégringolade est énorme quand même pour Ayton. Là, le mec, il est à deux doigts d'être même pas un. Enfin, il est là. Pour moi, il a plus du tout le profil d'un pivot titulaire. Et je me dis que sa durée de vie en NBA est même comptée, j'ai envie de dire. Bah, en fait, moi, le Ça peut problème que paraître j'ai, un c'est... peu dramatique de dire ça, mais je vois. Bah, s'il change pas d'attitude, moi je suis d'accord. En fait, c'est pas possible quand t'as l'historique récent qu'il a de se comporter comme c'est sur le parquet. De temps en temps, même. En fait, il a un talent qui est incroyable, ce mec. Mais quand il fait un bon move offensif, derrière, il est tellement heureux de lui-même qu'une fois sur deux, il va même pas faire le repli défensif. Il va donner un panier ouvert à l'adversaire. Et en fait, il va pas au charbon, ce mec-là. Moi, cette équipe, elle a besoin d'un mec qui va aller batailler pour prendre la position dans la raquette, qui va aller à la guerre pour les rebonds, qui va se donner pour défendre le cercle. Je suis désolé, on en a parlé toi et moi en privé. Tu sais, c'est fou. Il a pris un rebond en deuxième mi-temps contre la raquette des Warriors. C'est juste pas possible. On n'est pas en train de parler de la raquette de Houston en face. C'est les Warriors. Donc moi, je savais déjà que j'allais souffrir cette saison avec lui comme pivot titulaire. Et ce premier match, il est tout à fait dans le cadre de ce que j'attendais. Et c'est ce que je craignais au moment où on l'a signé. C'est peut-être l'intérieur le plus talentueux qui était sur le marché, mais c'est pas du tout un intérieur dont les Lakers avaient besoin. Ça ne colle pas aux besoins de cette équipe. Et voilà, donc écoute, moi j'ai pas trop d'attentes sur les Lakers cette année, donc j'ai pas été triste ou déçu du résultat ou de voir ça. Mais voilà, je pense effectivement que JJ Redick va devoir trouver des solutions, et le cas Ayton, si Ayton fait toute la saison comme il a fait ce match-là, c'est pas possible. Et je suis d'accord avec toi, je pense que il est en train de se griller définitivement en NBA à ne pas vouloir se faire violence. Pour moi, l'effectif est pas au niveau. Jake LaRavia, même Marcus Smart, tu sens qu'il y a encore. Enfin, j'espère que Marcus Smart va revenir, va retrouver son vrai bon niveau, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a que Austin Reeves qui est capable de créer à côté de Luka. Et Dieu sait que Luka, moi j'ai l'impression de revoir une certaine époque à Dallas où Luka était obligé de faire absolument tout le temps sur le terrain pour que ça, pour avoir une micro chance de rester au contact sans se prendre un déluge derrière. Enfin, ça va pas le faire, quoi. Clairement, ça va pas pouvoir se passer. Donc, je sais pas, ouais. Là, je vois pas mal d'insiders qui commencent à dire est-ce que la place de Rob Pelinka est en jeu ou pas. Étant donné qu'il y a ce changement de propriétaire, étant donné que lui, c'était le choix de Jelly Buss. Voilà, il y a une drôle d'ambiance côté Lakers. Qu'est-ce que tu mets? Alors, je vais pas participer à ce débat-là parce qu'on va encore dire que je suis un hater de LeBron James. Mais qu'est-ce que tu as pensé de tous ces gens qui ont essayé de faire du langage corporel et qui ont dit ah tiens LeBron il a l'air contrarié, on a l'impression qu'il s'en fiche, il participe pas bien comme il faut, enfin bref, tout ce truc là, qu'est-ce que pour toi c'est du vent, ça t'énerve, c'est quoi le deal? En fait, le problème c'est que je trouverais que c'est du vent et que c'est énervant s'il y avait pas le passif de LeBron. Son passif agressif habituel, quoi. Ouais, et même, c'est ma grande référence, c'est sa dernière saison à Cleveland avant qu'il vienne aux Lakers, où vraiment, pour le coup, à chaque fois qu'il était sur le banc, c'était une mise en scène pas possible, où vraiment, là, je te dis, il avait la misère du monde sur les épaules, et il portait le poids de tout l'Ohio sur son dos, enfin, c'était terrible. Et donc, je sais pas, écoute, en tout cas, en fait, le problème, c'est que JJ Redick a
très vite désamorcé le truc en disant oui, mais après il y a eu la séance vidéo et il a été il s'est beaucoup exprimé, Ouais, il a il beaucoup s'est parlé pendant la impliqué, tout séquence ça. vidéo. Mhm. Ça fait un peu pompier, qui vient éteindre un début d'incendie. Écoute, c'est trop tôt pour le dire, on verra. Moi, je persiste à penser que LeBron James, il est à un stade de sa carrière où il sacrifiera pas une saison. C'est soit il va se barrer, soit il va jouer le jeu à fond. Si vraiment il sacrifie la saison sur l'autel de son mécontentement de pas avoir eu de contrat, de pas avoir machin, bah c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais rester poli parce que les mots qui me viennent là sont pas des mots très agréables, mais j'ai pas envie j'ai envie de me dire qu'à son âge et avec le peu de saison qui lui reste, il serait trop bête de sacrifier la saison sur l'autel de ses humeurs. Donc j'espère qu'il le fera pas. Maintenant, bon, bah, j'attends de voir et j'ai pas d'attente, quoi. Je suis pas Ouais. confiant, tu vois. Quand je vois quelques journalistes américains qui balancent que voilà, le wait and see, c'est ce qu'on nous dit depuis un moment quand même, Bien sûr. où LeBron est là à se dire, oui, LeBron James attend de voir comment le début de saison se passe en gérance asiatique, et puis après il verra bien. Certains disent que il est en train de forcer un peu la main aux Lakers parce que il serait pas contre l'idée d'être échangé en cours de saison dans une équipe qui est compétitive. Après, j'ai envie de dire, mais dans quelle équipe va être capable de digérer son contrat sans sacrifier énormément de pièces primordiales de leur effectif. Enfin bref. Ouais, c'est pas parti pour être calme ce début de saison des Lakers. On Non. verra bien. Ça se trouve, il va revenir là, enfin, je sais pas. Il est annoncé quand son retour à LeBron James? Bah, mi-novembre, il me semble, Ouais, non? c'est La ça. dernière fois que j'ai vu, je crois que c'était mi-novembre. Ouais, je crois que c'est ça aussi, ouais. Donc on verra. Et ça se trouve, il va revenir. Retour à la normale. Ça va se passer convenablement. Et voilà. Je vais essayer de pas me jeter sur toutes les petites perches qu'on nous tend. Mais bon, on verra ça. Euh, les Nuggets, j'ai été déçu forcément de les voir perdus. Il y a eu des choses que j'ai beaucoup aimé dans la performance des Nuggets. J'ai beaucoup aimé le banc. Le banc a été positif. Ils étaient plus 4 dans les minutes sans Jokic, ce qui était plutôt encourageant. J'ai bien aimé les performances de Jonas Valanciunas, Bruce Brown, on sait qui c'est, Tim Hardaway Jr. On sent comme Cam Johnson. Cam Johnson a été pour le coup très mauvais, très mauvais départ pour lui sous le maillot des Nuggets, mais besoin de trouver ses marques, clairement. Il n'y a pas encore Oui. les automatismes, il ne sait pas encore exactement comment faire. Et j'ai senti cette équipe un peu empruntée. Jamal Murray, pour le coup, est en forme pour débuter le début de saison. Pour débuter la saison, pardon. Et ça, c'est plutôt encourageant. Pour nous qui avons l'habitude de suivre les Nuggets, on sait que Jamal Murray, souvent, il arrive et puis bah, voilà, il va mettre 2 mois avant de se mettre en jambes, ce qui peut être un peu contrariant. Et puis Jokic, ouais, je l'ai pas trouvé tranchant. Il a raté des trucs qu'il rate jamais d'habitude. Il a été extrêmement maladroit à 3 points. Euh, il a dit qu'il aurait dû varier un peu plus, mais qu'il était content de ses opportunités. Effectivement, il était souvent seul. Il a eu l'occasion de plier ce match à plusieurs reprises. Il l'a jamais fait, contrairement à Stephen Curry. Stephen Curry, je crois qu'il marque 17 ou 16 points, je crois, entre les dernières minutes du temps réglementaire et la prolongation et le début de la prolongation. Donc, Stephen Curry est allé gagner ce match pour les Warriors. Jokic n'a pas su saisir l'opportunité, malgré le match énormissime d'Aaron Gordon, qui fait le meilleur match de sa carrière, très clairement. Donc voilà, t'avais des réflexions à me sortir sur Denver ou pas? Bah, Jokic, ouais, décevant, hein. Sa deuxième mi-temps, il met 5 points à 0 sur 5 à 3 points. Moi, j'ai pas aimé ses attitudes, je te le dis très clairement. Il avait pas l'air concerné, voire même parfois, il avait l'air d'en avoir un peu rien à foutre, notamment en termes de repli défensif. Je vais même te dire la vérité, quand j'ai regardé le match, je me suis dit que si c'était LeBron qui se comportait comme ça, t'en parlerais pendant une demi-heure. Oh, Mais donc arrête. ouais, un peu déçu du match de Jokic. Alors, il a quand même été bien défendu et tout, hein, je dis pas le contraire, mais ouais, un peu, j'ai pas aimé ses attitudes. J'espère qu'on va pas ça va pas se reproduire trop souvent parce que ce serait vraiment dommage. Un mot quand même sur la perte d'Aaron Gordon, magnifique dans la défaite. J'ai bien aimé le fait qu'Adelman soit déçu pour lui. D'ailleurs, Gordon a refusé le ballon du match en disant qu'il voulait pas ramener le ballon de la défaite chez lui, mais franchement, grand coup de chapeau, il a fait un match de fou. Alors évidemment,
Il sera pas toujours à 90% à 3 points, mais n'empêche que Aaron Gordon, c'est un mec qui a vraiment progressé dans le tir extérieur depuis 2 ans là, enfin 1 an plutôt, je dirais. Mais donc ça fait plaisir de le voir comme ça. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc content, mais ouais, non, Denver un peu décevant évidemment. Mais tu l'as dit, Cameron Johnson, il faut lui laisser du temps. Jokic, j'ai envie de croire que c'était un accident et voilà, on va leur donner plus de temps. On sait qu'ils ont une équipe. Ils ont vraiment une équipe pour viser le titre cette année, donc on va pas les enterrer après un match. Et ouais, Steph Curry. Mais de toute façon, les Warriors, moi, ils me font vraiment très plaisir sur ce début de saison. Moi, j'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'ils sont un peu l'inconnu à l'Ouest, en fait. C'est vraiment cette équipe où tu te dis sur une bonne période, ils peuvent taper presque n'importe qui. Alors, la victoire contre les Lakers, elle avait une valeur assez relative parce que ces Lakers-là, tels qu'on les a vus face à Golden State, ils sont pas dangereux. Mais la victoire de l'année dernière face à Denver, je trouve qu'elle a plus de valeur. La défense a été intéressante. L'attitude de Butler qui en plus s'est mis un petit challenge là de faire mieux que Steph Curry au lancer franc. Alors ça, bon courage à lui parce que vu le nombre qu'il prend, ça va pas être facile. Je trouve que Kuminga fait bonne figure, que Steve Kerr arrive enfin à l'utiliser à bon escient. Draymond Green a fait un bon début de saison. Bref, moi voilà, les Warriors cette saison, pour moi, c'est un peu l'équipe à l'Ouest où tu sais pas trop ce que ça peut donner, mais personne n'a envie de les jouer. Ouais, c'est très convaincant en tout cas. Et, Ouais, et et c'est cool. que si ça commence à prendre forme et qu'ils trouvent vraiment un rythme. Encore une fois, c'est toujours la même chose avec eux, c'est la santé, quoi. Il Bien faut que tous sûr, bah ces oui, joueurs-là ça c'est sûr. tiennent la route. Et une équipe des Warriors en pleine forme avec cet effectif, ça va faire mal, effectivement. Jokic, je sais pas comment expliquer son attitude sur le terrain. Effectivement, il y avait ce côté nonchalant où tu as l'impression qu'il était contrarié de voir que les choses ne se passaient pas comme il l'avait imaginé. Son inefficacité au tir, voilà, c'est pas commun, c'est rare de voir ça. Donc, lui qui est le roi de l'efficacité habituellement, pour le coup, c'était pas le cas la nuit dernière. Donc, écoute, je sais pas, ouais. Il y a eu quelques actions malgré tout défensivement où il était bon, il a tapé les bons ballons, il a fait des bonnes interceptions, toujours avec Ouais, ouais, son mais intelligence de jeu et de placement. Mais effectivement, dans l'engagement, j'ai pas trouvé qu'il portait, enfin que ça aidait le collectif, quoi. tu vois par exemple dans l'attitude en prolongation, alors qu'il reste une trentaine de secondes à jouer et qu'il y a 6 points d'écart, il loupe un 3 points et derrière tu le vois ne pas se replier du tout en fait. Il marche au milieu du parquet comme si ce qui se passait ne le concernait plus. Derrière t'as Curry qui va marquer un le layup le plus facile de sa carrière parce qu'il y a personne qui défend. Et c'est un peu dommageable parce que même si dans sa tête le match est perdu à ce moment-là, ce qui peut éventuellement se comprendre, il est le leader de cette équipe et il doit montrer plus de hargne. Connaissant Jokic, il a souvent ces démonstrations de frustration je te dis, quand le match va pas dans son sens et qu'il a l'impression que c'est perdu dans sa tête, que il se dit là de toute façon c'est mort. Il a tendance à avoir ce genre d'attitude. Je me souviens je sais plus en quelle année c'était, où ils se sont fait sweeper par les Suns en playoff alors qu'il y a plus personne dans l'équipe. Ils jouent avec sans Jamal Murray, sans personne. Oui, mais Et il montre ce genre de choses, des fois, ça lui arrive et c'est extrêmement énervant. Ça m'énerve. oui, mais Moi, le en fait, premier, ça me saoule de le voir se comporter qu'il de le la fasse sorte. en playoff parce qu'il sait que son équipe elle a pas les armes pour lutter et que la saison elle est déjà terminée, je veux bien. Là, c'est le premier match de la saison. C'est quand même pas un beau message à envoyer, tu Non, vois. non, je pense que, enfin, bien évidemment, je prends sa défense. Je pense que ce qu'il se dit à ce moment-là, c'est, voilà, là, ça ne se passe, ça s'est pas bien passé. On a cafouillé notre basket au pire moment. J'ai raté des tirs absolument Ah immanquables oui, non, mais c'est habituellement. ça. Je pense qu'il Je, prend la défaite sur lui à oui, ce je moment-là, pense ouais. qu'il se sentait coupable et piteux d'avoir foiré à ce point son premier match, quoi. Je suis d'accord, mais garde ça pour une fois que le match est Ouais, terminé. ouais, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans les autres, il y a plein de choses dont j'aimerais parler, mais dont on va pas avoir le temps, on va pas faire un podcast de 2 heures. On va laisser certains sujets vivre. En pot pourri comme ça, pour la reprise, je dirais quand même Minnesota, pour moi, même problème que les Rockets.
Ils ont décidé de mettre Mike Conley sur le banc. T'as un espèce de roulement à la main entre Anthony Edwards, qui n'est pas un meneur de jeu et qui perd trop de ballons, un peu à l'image de Ouais. Kevin Durant. C'est pareil, c'est pas un bon deal pour moi, à moins de prendre le temps de le former sur le poste. Mais tu prends quand même des gros risques à partir du moment où t'es pas un meneur de métier, quoi. Enfin, de pas avoir un meneur de métier dans ton effectif, c'est un gros risque. Et de voir DiVincenzo, Rob Dillingham ou Terrence Jackson Jr. Prendre des minutes à la création, pour moi, c'est quand même chaud. Les Clippers, j'ai été horrifié par leur première sortie et cette noyade absolue face au Jazz. Ils ont marqué 8 points en contre-attaque. Ils ont semblé vieux, totalement dépareillés sur le Ah, mais terrain. ils sont vieux. Ouais, non, mais voilà. Donc, je sais pas. Je vais pas mettre trop de choses dans ce match. Je veux croire que cette équipe va avoir du répondant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer côté Clippers. J'avais également pris des notes sur les Sixers. Je sais pas ce que Joel Embiid fait sur le terrain. Quand tu vois qu'il ne saute pas, qu'il se déplace difficilement sur le Ça terrain. fait mal au cœur. L'équipe l'équipe technique lui a dit que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il fallait qu'il joue et que c'est comme ça qu'il allait reprendre petit à petit le jeu, puisqu'il il a des restrictions de minutes. Alors pourquoi pas, mais franchement, waouh, des fois tu le regardes et tu te dis c'est chaud, quoi. Je sais Ouais. même pas comment ça va bien se passer cette histoire. Encore une fois. Et VJ Edgecombe, alors là, c'est génialissime. La future superstar, 34 points, une énergie de tous les instants, de quoi redonner le sourire à Tyrese Maxey, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Les Pistons, ils ont perdu du shooting avec Malik Beasley qui n'est pas de retour. 30% des 3 points pris, enfin des 3 points inscrits pardon la saison dernière, Malik Beasley, c'est énorme. Et puis bah là, Duncan Robinson qui a été recruté pour répondre à ce départ. On va voir si s'il est capable de prendre la relève, mais j'ai des doutes. Donc voir un peu comment ça se passe du côté des Pistons. Les Hawks excessivement déçus je sais pas, comment on peut appeler ça? Cette déception face aux Raptors. Ce naufrage. Ouais, ce naufrage, ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ça et j'ai été extrêmement déçu. Et je terminerai par les Knicks, où voilà ce qui se passe quand tu fais jouer ton banc, quand tu arrêtes de faire jouer tes joueurs titulaires 42 minutes. Ça fait plaisir à voir. Et Dieu sait qu'il y a des joueurs, voilà, Mitchell Robinson n'a pas joué, Josh Hart n'a pas joué. Et il y a eu un roulement, il y a eu des très belles choses face à Cleveland pour ce premier match. Très content pour les Knicks et je suis content parce que dans ce que j'ai dit quand on a fait le podcast sur les vrais prétendants, bah ça a été un peu recoupé avec ce premier match face à Cleveland. Mais c'est un premier match et bien évidemment, il faudra attendre de voir ce que ça va donner dans la durée. Tout à fait, ouais, bah écoute, en tout cas ils ont remporté la première affiche entre les deux qu'on voit comme les équipes les plus dangereuses à l'Est, enfin les plus dominantes sur le papier, donc écoute, on va voir effectivement comment ça va se passer. Pour les Cavs, je suis pas inquiet, j'ai confiance en Atkinson pour continuer dans la lignée de la saison précédente. Moi, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'hommage à Chris Middleton. J'ai adoré ça. Ouais, On a vraiment senti son émotion, mais aussi celle de ses anciens coéquipiers et des fans. Il a vraiment marqué l'histoire de la franchise. Il a passé quoi, plus de 10 ans là-bas, le titre NBA, sa relation avec Giannis. Même statistiquement, ce mec-là, il est dans les livres des records de la franchise. Je suis vraiment très content de voir cet hommage. Il l'a mérité. Et c'était un moment, j'ai trouvé important de cette reprise. absolument d'accord avec toi. Et voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport aux équipes que j'ai citées rapidement. Euh, mais ouais, c'était. Non, pas trop, pas juste, je suis complètement d'accord avec toi sur Anthony Edwards. Je déteste voir. Je comprends qu'on est à une époque de la NBA où le principe c'est de dire que les postes ne veulent plus rien dire et tout. Le poste de meneur c'est quand même un truc très particulier Hmm. et moi ça me fait mal au cœur de voir que les meilleurs arrières de la ligue se retrouvent à devoir dépanner à la main parce que leur front office n'est pas capable de leur trouver des meneurs quoi. C'est pas lui rendre Et je trouve service en tout ça cas. C'est clairement c'est pas lui rendre absolument service. pas lui rendre service, non, mais bien sûr, Hmm. c'est même bien l'inverse. Surtout effectivement quand on connaît son jeu et les petits défauts qu'il peut avoir, je pense que c'est vraiment pas un cadeau à lui faire
voilà, ça m'emmerde un peu. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite, très sincèrement, et de voir ce que nous réserve ce que vont nous réserver les prochains matchs, de voir qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va commencer à se profiler à l'horizon, qu'est-ce qui va se confirmer, les réponses, enfin les réactions des joueurs. Je te dis, les Clippers, j'arrive pas à croire j'arrive pas à croire ce que j'ai vu, quoi. Ouais, les Clippers, c'était flippant. Hein. Ah, mais Bah et ouais, ils jouent cette nuit, je crois, contre Phoenix, il me semble. Donc on verra. Hein. ouais, très sincèrement, c'est chaud. Et les Sixers, ouais, pareil. Ouais, les Sixers, vraiment, vache. Joel Embiid, c'était. Je suis pas du tout un fan de Joel Embiid, mais ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça sur le parquet. C'est vraiment pas. J'ai pas envie de voir ça en fait. Voilà. Alors je dis pas qu'il doit pas jouer. Hein. Moi, je suis pas préparateur physique, je suis pas médecin, je sais pas du tout s'il a besoin de jouer ou pas. Mais c'est vrai que le voir comme ça, quand on se rappelle du joueur qu'il était il y a 2 ans, ça fait vraiment mal au cœur. Ouais, surtout, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que, enfin, à quel point on est proche du fait que ce gars-là, c'est terminé pour lui, quoi. Ah bah, enfin, il me Moi, j'ai semble qu'on l'impression en que est c'est quand pas même loin, hein. assez proche, bah, c'est-à-dire ouais. Et ça me fait, En fait, vous savez quoi, pour ceux qui se disent, attends, t'abuses, je suis tout à fait à 100% pour avoir tort sur cette question. Si Joel mais Embiid pareil. demain revient et est capable de nous retaper du 35 minutes par match et de faire les performances qu'il a fait il y a 2 ans, je signe immédiatement sur cette histoire-là. Mais là, ça commence à traîner sérieusement en longueur. Et là, c'est sa santé physique est sérieusement compromise. Enfin, je suis désolé, Mais mais c'est ça. En fait, au-delà même de savoir si, je crois pas une seule seconde que le Joel Embiid qu'on a vu sur ce match sera celui qu'on va voir non, jusqu'à non, la fin de sa non. carrière. C'est pas ce que je dis. Par contre, il faut bien comprendre qu'on parle d'un mec qui là va sur ses 32 ans, qui n'a pas joué plus de 50 matchs en NBA depuis 2 ans, qui a toujours eu des gros problèmes physiques, on le sait. En plus, on parle de genoux. Enfin, c'est évident que c'est évident que parler de retraite pour Joel Embiid n'est pas aberrant en fait. Ça veut pas dire que c'est sa dernière saison nécessairement. Ça veut pas dire que il va faire une saison à 4 points de moyenne. Évidemment que non. Mais c'est sûr qu'on est plus proche de la fin qu'autre chose. Ouais, c'est ce que je redoute effectivement. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Ce sera triste parce que vraiment le joueur qu'il est pendant 2-3 ans là, les années où il est à la lutte MVP avec Jokic, c'est extraordinaire ce que c'est comme joueur vraiment. Après, peut-être que c'est loin des yeux, loin du cœur. Pareil pour Paul George. J'arrive plus à imaginer ce joueur-là être un joueur compétent en NBA, quoi. J'y arrive plus. Donc, Ouais. écoute, on verra bien. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Bah écoute, c'était avec plaisir. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura encore des invités en début de podcast. Voilà, et on se retrouvera avec Charlie pour parler de la suite de cette reprise NBA. On sera toujours dans les premières analyses à chaud des premiers matchs. Donc avec pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est nos émotions, nos sentiments, notre ressenti. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à tous de votre fidélité. Pour les nouveaux qui nous écouteraient, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, n'importe où vous écoutez ça. Ça aide beaucoup le podcast dans son référencement, ça nous aide à exister. Voilà, et puis le compte Instagram, NBA Corner Pod. NBA Corner tout court même je crois. Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi là-dessus avec les petites vidéos, les petits teasings que je mettrai en ligne logiquement à chaque épisode. Voilà, Charlie, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, au revoir tout le monde. Et puis passez une bonne fin de journée et un très bon week-end. Bye bye.